Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai développé l'anorexie. Donc il y a personne qui est à l'abri de développer une maladie mentale. Il y a certaines personnes qui ont plus de facteurs de risque de développer une maladie mentale. Moi, j'en avais plusieurs parce qu'il y a des maladies mentales dans ma famille, parce que j'avais déjà eu une maladie mentale quand j'étais jeune à l'adolescence. Puis pour plein d'autres raisons aussi, mon type de personnalité, etc. Donc l'environnement également a un impact. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire pour vous montrer que personne n'est à l'abri, que je suis un médecin mais j'ai déjà eu une maladie mentale. Donc la maladie mentale n'empêche pas non plus de réussir, de s'accomplir. Puis pour moi, la maladie mentale, le fait d'avoir eu une maladie mentale a été un cadeau pour moi dans ma vie. Donc je vois vraiment l'anorexie comme un point tournant de ma vie et surtout ma guérison de l'anorexie. Donc c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être principalement comment j'ai développé l'anorexie. J'étais en deuxième année de médecine, puis j'étais super impliquée dans la parade de mode des deuxièmes. Donc ça, c'est un événement qui arrive à chaque année, qui est organisé par les deuxièmes années en médecine. Puis moi, j'étais dans cette chorégraphie, donc j'étais super impliquée. Mes journées étaient super intenses, on étudiait, on montait des chorégraphies, on pratiquait. Puis dans le derrière de ma tête est venue cette pensée, ah, il faudrait que je maigrisse pour la parade de mode. Donc ça, c'était nouveau pour moi. J'avais jamais eu ce genre de pensée-là. J'avais toujours mangé comme un enfant, donc je mangeais quand j'avais faim, j'arrêtais de manger quand j'avais plus faim. Des fois, je mangeais plus parce que c'était bon, donc puis je me sentais pas coupable de ça. Donc j'avais vraiment une relation saine avec la nourriture. Puis lorsque j'ai fait la parade de mode, il y avait cette petite pensée-là qui est apparue dans ma tête. Donc insidieusement, j'ai commencé à manger une toast au lieu de deux. Des fois, je mangeais un pamplemousse pour dîner. Parce que j'avais pas le temps de manger. Donc, je me trouvais des excuses. Puis, peu à peu, j'ai maigri. Est venu le temps de la parade de mode. J'ai fait de la parade de mode. Puis, il y a quelqu'un qui est venu me voir après. Sophie, il faut vraiment que tu sois mannequin. T'as vraiment le profil pour ça. Donc là, ça a comme popé dans mon esprit. Ça a un peu flatté mon ego aussi, je pense. Donc, j'ai décidé que je voulais devenir mannequin. Donc, en plus de mes études en médecine, je courais les agences de mannequinat, je prenais des photos la fin de semaine. Pendant les jours de photoshoot, je mangeais pas parce que j'avais peur que mon ventre gonfle, parce que j'avais toujours des ballonnements. Donc, j'étais super occupée, je mangeais pas beaucoup, puis je me restreignais aussi beaucoup au niveau de l'apport alimentaire, mais je m'en rendais pas compte. C'était tout quelque chose qui était inconscient. Puis, on passait les mois et cet été-là, je suis allée à Sept-Îles. Donc, je suis retournée dans ma famille. Je suis allée là pour travailler parce que je prenais une année sabbatique puis je m'en allais en Allemagne, je m'en allais au Brésil et en Inde. Ben, en Inde, je savais pas. Donc, je m'en allais au Brésil en septembre 2008. Donc, à l'été, je suis allée à Sept-Îles pour travailler. Puis quand je suis arrivée à Sept-Îles, tout le monde me touchait le bras. Ah, t'es bien maigre, ah, j'ai peur pour toi. Puis moi, j'étais comme, mais non, je suis pas maigre, là, je suis pas maigre. Mais en fait, je le savais pas, mais j'avais développé l'anorexie. Puis ça, c'est juste 4 ans plus tard, lorsque j'ai rencontré une psychologue pour la première fois, qui m'a fait repenser à cette phase restrictive-là de ma vie, que j'ai pris conscience que c'était le début de ma maladie mentale, que c'était le début de l'anorexie. Parce que moi, je pensais que j'avais la boulimie. Parce que lorsque je suis arrivée au Brésil, j'étais à Sao Paulo, donc je travaillais dans une agence de mannequins. Puis j'étais la plus vieille des mannequins, même si j'étais super jeune. Puis tout le monde, tu sais, tout le monde se comparait, là. C'est vraiment un milieu pas sain, le mannequinat. Donc tout le monde se comparait entre eux. Puis les autres nous comparaient entre nous aussi. Donc, puis dans un des défilés, donc mon agent m'a dit, ah Sophie, va défiler pour nous. Donc moi j'y vais, je fais mon défilé. Sophie, t'as vraiment des grosses fesses. J'étais comme, combien tu fais de quadreo? On dit quadreo en portugais, c'est les hanches.
Donc, j'ai dit ma menstruation. Il dit, non, c'est impossible. Toi, tu fais combien? Ah, tu vois, elle a vraiment des plus petites fesses que toi, puis elle fait tant. C'est impossible que tu fasses ça de quadrille. Là, moi, j'étais comme, ben oui, c'est ça ma menstruation. Donc là, il a commencé à comparer mes fesses avec toutes les fesses des autres filles. Puis, donc, il y avait beaucoup ce sentiment-là de comparaison, puis d'être comparé, surtout. Puis, dans les événements, donc, il y avait des cocktails parfois, puis tout le monde scrutait un peu qu'est-ce que je mangeais. Ah, tu manges beaucoup, attention, tu vas engraisser. Donc, la nourriture est devenue quelque chose d'interdit, donc de restreint par le milieu dans lequel j'étais. Puis, lorsque quelque chose est interdit, on le sait, hein, notre cerveau, c'est comme, ça le travaille, puis il en veut plus. Donc, je me rappelle la première fois où j'ai eu ma première crise alimentaire. Donc, j'avais loué un petit appartement, j'étais dans le quartier gay, c'était super comme vivant, coloré, j'aimais vraiment ça rester là. Puis, j'avais un petit copain qui venait régulièrement avec qui j'étais souvent. Puis, il m'avait fait un dessert. Donc, c'était un dessert à base de lait Eagle Brand, de bananes, de Nutella, de chocolat. En tout cas, c'était vraiment cochon. Puis, cette soirée-là, je suis revenue dans mon petit appartement. Puis je me suis assise devant mon frigo. Tu sais, c'est un petit frigo comme ça. Je me suis assise par terre. J'ai ouvert la porte du frigo. J'ai pris mon gros dessert que j'avais dans mon frigo. Puis, je l'ai toute mangé. Donc, j'ai mangé une bouchée jusqu'à la dernière bouchée et je l'ai toute mangée. J'avais tellement mal au ventre. J'avais tellement mal au cœur. Puis, je me suis fait vomir pour la première fois. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais pensé que j'allais faire ça dans ma vie. Mais c'est arrivé. Puis, je me suis relevée du bol de toilette. J'avais les yeux qui me sortaient pratiquement de la tête. Les yeux gonflés, la face gonflée, les larmes qui coulaient sur mes joues. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais vraiment pathétique. Donc, j'étais vraiment misérable. J'étais vraiment misérable. Puis, ça a été ma première crise alimentaire. Puis ça a continué comme ça pendant une semaine. Donc, je me suis vraiment réfugiée de ma solitude dans la nourriture. Puis, à la fin de la semaine, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai décidé de quitter l'agence. J'ai quitté le milieu malsain. Donc, les purges ont cessé. Donc, j'ai arrêté de me faire vomir. Mais le trouble alimentaire s'était déjà installé et j'avais beaucoup d'obsessions liées à mon image corporelle, des obsessions liées à la nourriture. Donc, je pensais constamment à la nourriture, je pensais constamment à manger. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir au Brésil, j'ai voyagé, j'étais super active, je me levais tôt le matin, je voulais tout voir, je voulais tout faire, je sortais danser à tous les soirs. Donc, c'était vraiment comme stimulant au niveau des sens, mais profondément à l'intérieur de moi, j'étais pas heureuse. Profondément à l'intérieur de moi, j'avais constamment ces obsessions-là. Je me comparais beaucoup aux autres femmes. J'étais absolument fixée sur mon gras de ventre qui n'existait pas pour les autres. Tu sais, quand on a une maladie mentale, c'est dans notre tête. Tu sais, moi, j'étais convaincue que j'étais grosse alors que je pesais 115 livres et je mesurais 5 pieds 7. Donc, j'étais vraiment maigre, mais moi, j'étais convaincue que j'étais grosse. Puis, au fil des mois, à ce moment-là, j'ai pris 7 kilos en 3 mois parce que j'ai continué à avoir des binges, donc j'ai continué à avoir des crises alimentaires, mais je me faisais plus vomir. Donc, j'ai engraissé. Puis ça a été très dur au niveau, justement, de mon image corporelle. Moi, tu sais, quand t'as une maladie mentale, quand t'as l'anorexie, mais tu te vois beaucoup plus gros que t'es en réalité. Puis moi, c'était vraiment ça. Tu sais, je me voyais vraiment obèse alors que j'avais un poids normal. Puis les autres me trouvaient super normale, tu sais, et personne me trouvait grosse. Puis donc c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est vraiment une perception qu'on a lorsqu'on se sent gros, lorsqu'on a une distorsion de notre image corporelle. Donc ça a évolué comme ça. J'ai continué à avoir mes obsessions liées à mon image corporelle qui étaient toujours là, constantes à chaque jour. Puis c'est vraiment dur de vivre avec ça parce que c'est des pensées qui reviennent constamment dans la tête, qui sont envahissantes, qui vont nous détourner en fait du moment présent. Puis j'ai vécu comme ça. Ensuite, je suis allée en Inde
Ça a été, je suis allée en Inde sur un coup de tête, donc ma dernière semaine au Brésil, j'ai rencontré 3 personnes qui dans la même semaine m'ont dit « Ah, l'Inde c'est le plus beau pays du monde ». Là, j'étais comme, tu sais, j'avais ce sentiment-là de OK, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait que moi je pensais que j'étais boulimique, mais non, c'était de l'anorexie, binge and purge, donc c'est une forme d'anorexie. Puis fait que je me suis dit, ah, je vais aller en Inde pour devenir illuminée. Je faisais des jokes là-dessus. Puis en Inde, j'ai découvert le yoga. Donc ça m'a beaucoup aidée, mais ça m'a jamais guérie. Puis j'ai continué à avoir mes obsessions en Inde. J'avais plus de compulsions alimentaires, mais les pensées étaient toujours là. Ensuite, je suis revenue au Québec. J'ai commencé mon externat en médecine. Donc là, j'ai recommencé à avoir des crises alimentaires, à me faire vomir. Donc, c'est vraiment lié au stress aussi, tu sais. Donc, les troubles alimentaires des fois, ils peuvent redevenir plus faibles, puis ensuite faire des pics lorsqu'on vit des gros stress. Donc, c'est une façon d'éviter notre anxiété. Donc, moi, c'était vraiment l'anorexie. Le fait d'avoir des crises alimentaires, c'était une façon d'éviter mon anxiété. Pendant des années, pendant mon externat, mon trouble alimentaire était assez contrôlé, donc j'étais fonctionnelle. Puis j'avais des crises alimentaires, je me faisais vomir, mais c'était pas à tous les jours. Puis j'étais pas en dépression. Donc j'étais quand même fonctionnelle. Puis, ce qui m'a aidée, ça a été de faire beaucoup de yoga. Je faisais du yoga, je méditais aussi, mais je restais un mantra. Puis finalement, lorsque j'ai commencé ma résidence en médecine, c'est là vraiment que tout a explosé. En premier, ben, il y avait beaucoup de restrictions imposées par le milieu dans lequel j'étais, le milieu médical. On est toujours pressé, donc j'avais pas le temps de manger. Donc j'avais une restriction alimentaire un peu imposée par le milieu. Puis, pas que les gens me disaient t'as pas le droit de manger, mais c'était plus que dans le feu de l'action, j'avais pas le temps de manger. Donc souvent, on mangeait en 5 minutes sur le coin d'une table, en même temps qu'on écrivait nos notes, en même temps que j'écrivais mes notes. Puis le soir, je finissais à 7 heures, puis là, j'allais m'entraîner compulsivement. Donc, j'allais m'entraîner pendant 1h30, je courais sur un ventre vide. J'arrivais à la maison, j'allais manger un petit chocolat, un deuxième chocolat, finalement la boîte au complet. Finalement, je mangeais 4 toasts au Nutella, je me faisais vomir. Donc, ça, c'était mon quotidien. Donc, je me faisais vomir. Ensuite, j'avais la face détruite. J'avais la face bouffie, les yeux pleins d'eau. Je me prenais une douche, j'allais me coucher. Donc, à la fin, ça, c'était mon quotidien. J'avais des crises alimentaires à tous les jours. Puis, j'étais vraiment malheureuse. J'ai éventuellement développé un burn-out. Donc, j'avais plus d'empathie pour les patients. Je me sentais plus malade qu'eux. Je sentais une déshumanisation de ma pratique en médecine. Donc, j'avais de la misère à connecter à mon humanité parce que moi-même, je m'aimais pas. Puis, j'étais en dépression majeure. Donc, j'avais des idées suicidaires. Toutes les couleurs dans ma vie étaient parties. Donc, c'était tout en gris. C'était toutes des tons de gris. Pour moi, c'était comme les gens qui étaient heureux, ils fakeaient. Donc, est venu un point où vraiment, je me souviens, j'étais assise devant une patiente, puis elle me parlait de sa douleur au pied. Puis, tu sais, ça devait lui faire vraiment mal, mais moi, j'étais juste, OK, je souffre tellement plus que cette patiente-là. Donc là, à ce moment-là, c'est comme, OK, j'ai pris un rendez-vous au programme d'aide des médecins du Québec. Puis, j'ai eu mon rendez-vous le lendemain d'une garde de 24 heures qui était infernale en pédiatrie. J'avais pas dormi, j'étais super fatiguée, puis j'ai vu la médecin qui m'a accueillie au programme d'aide des médecins du Québec. Puis j'ai raconté mon histoire, puis je souffrais vraiment. Je souffrais vraiment beaucoup, puis personne ne le savait. J'en avais pas parlé, les résidents qui travaillaient avec moi le savaient pas, mes profs le savaient pas, ma famille le savait pas, donc j'en avais pas parlé à personne. C'était comme mon refuge un peu. L'anorexie, c'était là où je m'étais réfugiée pour
pas penser au stress de mes études en médecine. Donc, c'était un peu comme mon temple, d'une certaine façon. Puis ça m'a apporté parce que ça me... Tu sais, il y a toujours des raisons pour lesquelles on a une maladie mentale. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles vont continuer d'exister. Donc, lorsque j'ai vu la médecin qui m'a reçue au programme d'aide des médecins du Québec, je lui ai raconté mon histoire, puis elle m'a dit « Sophie, ça peut être beau la vie. » Puis à ce moment-là, j'étais comme... Je me suis dit, on dirait qu'elle, il faut que je la croie. Il faut que je la croie. Puis, je pensais à toutes ces personnes-là que je pensais qu'ils fakaient, puis je le voyais dans ses yeux qu'elle avait compris quelque chose. Puis elle m'a dit, si j'étais toi, je lirais sur la méditation pleine conscience. Donc, à ce moment-là, ben, je me suis dit, ah ben, je vais essayer. Tu sais, j'ai plus rien à perdre. Je suis à un certain point, quand t'as une maladie mentale, quand t'es en dépression majeure, c'est comme si tu perds tous tes repères. À un certain point, moi, j'avais atteint le fond, vraiment. Tu sais, je pouvais pas aller plus bas que ça. À part me suicider, tu sais, ça aurait été ça le plus bas que j'aurais pu aller. Donc j'étais ouverte. Donc, j'ai commencé à lire sur la méditation. Puis c'est ça qui m'a guérie au final. Donc, mon processus de guérison a évolué. Puis je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais je voulais vous parler ici de comment j'ai développé l'anorexie pour vous montrer que tout le monde peut développer une maladie mentale. Personne n'est à l'abri. Puis, c'est important d'en parler ouvertement. Puis, si on voit des comportements chez nos proches, ben c'est important d'essayer de les écouter. Puis, la personne qui est malade va pas nécessairement écouter les gens qui lui veulent du bien parce qu'elle est pas prête. Puis c'est correct, faut respecter son temps. Tu sais, il a fallu que je fasse ma prise de conscience à moi, même si ma mère m'avait dit « t'es donc ben maigre », même si toute ma famille m'avait dit « t'es donc ben maigre », j'ai peur pour toi. Ben moi, dans ma tête, j'étais pas anorexique, j'étais pas malade. Il y a personne qui pouvait m'ouvrir les yeux. Il fallait que je m'ouvre les yeux toute seule. Donc, ça peut être très difficile aussi pour les proches d'une personne malade parce qu'ils vont sentir qu'ils peuvent pas vraiment l'aider. Mais je dirais que juste par l'écoute, juste par la présence, juste être là, oui, parler de vos inquiétudes, puis si ça rencontre un mur, ben ça rencontre un mur, puis c'est ça pour l'instant. Donc, c'est juste ça le message que je veux donner, c'est que personne n'est à l'abri, mais il y a une possibilité de guérir. Les gens peuvent guérir des maladies mentales, puis c'est aussi ça mon but, c'est de transmettre ce message d'espoir-là parce que lorsqu'on est malade, puis qu'on voit quelqu'un qui a guéri d'une maladie mentale, quand moi j'ai su qu'il y avait des gens qui guérissaient de l'anorexie, mais ça m'a aidé, ça m'a aidé à guérir parce que je me suis dit, c'est possible pour moi aussi. Donc, c'est ça, si vous avez déjà guéri d'une maladie mentale, mais parlez-en, aidez les autres. Si vous êtes malade, vous pouvez vous ouvrir, il y a quelqu'un qui va vous écouter. Donc voilà, je vous embrasse fort. Merci d'être là. Partagez le message. Merci.